général Jérôme Pellistrandi, et merci d'avoir accepté l'invitation du Club France Initiative. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous des problématiques de l'influence du point de vue de nos armées. En effet, dans un moment de profond bouleversement géopolitique, la nouvelle revue nationale stratégique, présentée à l'automne 2022, a érigé l'influence au rang des fonctions stratégiques, auxquelles contribuent les forces armées françaises, au même titre que la dissuasion, la protection, la connaissance et l'anticipation, l'intervention, la prévention. Elle consacre ainsi le caractère stratégique de cet objectif qui était jusqu'à présent surtout employé par les diplomates et les politiques sous les vocables de rayonnement, attractivité ou soft power. Dans son discours de Toulon de novembre 2022, le président de la République Emmanuel Macron invitait les armées à prendre davantage en compte le champ des perceptions dans leur programmation à l'horizon 2030, face au durcissement des postures de nos compétiteurs. C'est dans ce contexte que la revue nationale stratégique prévoit la mise en place d'une stratégie nationale d'influence qui fixera le cadre général de l'action de l'ensemble des acteurs concernés et permettra d'orienter et d'articuler les stratégies sectorielles et ou géographiques. C'est donc un honneur pour moi et pour le Club France Initiative de vous recevoir pour parler de ces sujets ô combien importants. Mon général, vous avez servi au Kosovo, vous avez commandé le 28e régiment de transmission à Issoire et la brigade de commandement multinational du corps européen. Depuis 2014, vous êtes rédacteur en chef de l'excellente revue de défense nationale qui consacrait son numéro de janvier à la stratégie d'influence. Enfin, vous êtes également une figure médiatique puisque vous êtes consultant pour BFM TV sur les enjeux de défense et de sécurité. Vous analysez et commentez la guerre en Ukraine quasiment au quotidien depuis presque un an. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelle est la définition de l'influence pour le monde militaire et pourquoi l'avoir consacrée comme 6e fonction stratégique dans la revue nationale stratégique? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation et je suis très honoré de pouvoir ainsi m'exprimer devant nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont à la fois des acteurs extrêmement importants du rayonnement de la France, des acteurs de notre vie économique et qui ont aussi le privilège, en quelque sorte, de pouvoir voir l'Hexagone depuis l'extérieur. Je voudrais commencer par ça parce que il est vrai que on est quand même très parisiano-centré et que trop souvent, dans nos attitudes, dans notre réflexion, dans notre mode de fonctionnement, on commence par penser par qu'est-ce qui se passe à Paris avant de penser plus global. Et effectivement, la revue nationale stratégique que vous avez mentionnée, qui a été présentée par le président Emmanuel Macron à Toulon le 9 novembre, insiste sur ce besoin de stratégie d'influence, avec quelque chose qui est finalement paradoxal, c'est que la France, qui se veut en quelque sorte, on va le dire, une nation messianique, comme les États-Unis, parce que c'est le pays des Lumières, le pays de Voltaire, le pays des droits de l'homme, le pays de l'appel du 18 juin, c'est-à-dire une ambition française, eh bien, se rend compte qu'aujourd'hui, avec 1% de la population, même si nous sommes un des membres permanents du Conseil de sécurité, même si la gastronomie française fait honneur à notre patrimoine, même si tout le monde connaît Notre-Dame de Paris, et hélas encore plus après l'incendie, on se rend compte que cela ne suffit plus. Et que nous devons, nous Français, mais je dirais au sens large, peut-être aussi l'espace francophone, être plus actifs, plus présents pour expliquer ce que nous sommes, ce que nous voulons et surtout, qu'est-ce que nous voulons défendre. Et en particulier, comme le disait, avec cette vision quasiment messianique, oui, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, l'économie de marché, mais la solidarité sociale. Et cela passe aussi par une dimension militaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confrontation, de remise en cause des grands équilibres et qu'il y a donc nécessité aujourd'hui de pouvoir peser. Or, je citerai, vous savez, cette fameuse citation de Joseph Staline, qui n'est pas quand même un modèle ni de vertu ni de bonne gouvernance, mais il disait le Vatican, combien de divisions? Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans cette même logique.
il faut pouvoir peser, et notamment sur le plan militaire, face à des nouvelles puissances, aux ambitions parfois impériales. On le voit hélas depuis le 24 février 2022 avec la Russie, mais on l'a aussi avec la Chine, voire peut-être avec la Turquie, l'Iran, et que face à des nations qui raisonnent en rapport de force, si vous n'avez pas ces forces-là, vous serez en quelque sorte condamné tel l'agneau au milieu de la meute de loups. D'où l'importance de cette dimension militaire, de cette nouvelle fonction d'influence que le président de la République demande aux armées. Alors, très bien. On partage dans les grandes lignes ce constat, mais la question qu'on se pose également, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une forme d'urgence pour les armées à préparer, à mettre en œuvre cette stratégie globale d'influence pour la France? Oui, il y a urgence parce que, alors avec un paradoxe, c'est que vous savez, et là c'est lié à notre histoire, on parle bien sûr de la Grande Muette, c'est-à-dire et selon le principe que, qui lui, je prendrai cette citation latine, qui est Dan Parmatogae, c'est-à-dire que c'est au pouvoir politique de définir le rôle de l'emploi des forces armées. Mais effectivement, dans un monde de compétition, il est important aujourd'hui de pouvoir démontrer que l'outil militaire contribue au rayonnement de la France, mais qu'il permet aussi de contrer ces puissances qui, en quelque sorte, ont des ambitions impériales. Et pour cela, eh bien, il faut, à côté des démonstrations de force ou à côté des pratiques habituelles, les exercices, les manœuvres, les missions telles que celles que le groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle peut faire, il faut aussi être désormais beaucoup plus actif dans ce qu'on appelle le champ des perceptions, c'est-à-dire effectivement, non pas manipuler les opinions publiques, mais informer et être beaucoup plus actif sur vis-à-vis des opinions publiques, qu'elles soient bien sûr françaises, mais aussi internationales. Alors, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, c'est plutôt le Quai d'Orsay qui va piloter cette grande stratégie d'influence. Mais ce qu'on voudrait comprendre, c'est quel pourrait être le rôle des armées vis-à-vis de cette stratégie, à la fois dans sa préparation et dans sa mise en œuvre. Et en partant du principe que les diplomates seraient plutôt les pilotes de cette grande stratégie qui finalement regroupe un peu toute l'action internationale de la France. On se rappelle simplement que lorsqu'ils ont publié la feuille de route de l'influence en novembre 2021, ils n'avaient ni mentionné les militaires, ni mentionné les Français à l'étranger. Oui, or, on s'aperçoit que une diplomatie n'est crédible que si elle s'appuie d'une part sur un État qui soit solide, avec une économie dynamique, mais aussi sur une armée crédible et aussi sur une opinion publique, qu'elle soit sur le territoire national ou à l'extérieur, qui relaie en quelque sorte le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons une frégate de la Marine nationale qui fait escale à l'étranger, eh bien, elle est à la fois porteuse d'une puissance militaire effective, mais elle est aussi elle représente l'État, avec ne serait-ce que le drapeau, le pavillon tricolore, mais elle représente aussi notre capacité industrielle, technologique, et elle est aussi un acteur diplomatique et politique. Et c'est vrai que, d'ailleurs, cela se passe assez fréquemment lorsque un bâtiment français fait escale dans un port étranger, d'inviter, outre les autorités locales, mais aussi d'inviter les ressortissants français qui vivent dans l'environnement pour qu'ils comprennent, qu'ils voient en quelque sorte que cette puissance militaire, elle est aussi à leur service. Il ne faut pas oublier, comme vous l'avez souligné, qu'il y a 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Heureusement, la majorité dans des zones totalement, on va dire, j'ai employé un terme anglo-saxon, secure, où quand vous vivez au Canada ou aux États-Unis, votre sécurité elle est globale. Mais nous avons aussi d'autres concitoyens qui peuvent vivre dans des zones plus à risque. On peut penser notamment un peu aussi en Afrique ou ailleurs, où l'outil militaire français est absolument indispensable pour garantir leur sécurité. Donc on voit que tout cela, c'est un ensemble et qu'il faut
ne plus, en quelque sorte, travailler chacun dans son tuyau d'orgue ou dans sa ligne de course, et qu'il faut travailler de façon globale. Quand on fait un exercice aérien majeur et qu'on traverse la moitié du globe pour aller dans la zone Indo-Pacifique, c'est aussi à la fois une manifestation de puissance, c'est aussi une manifestation de solidarité avec nos alliés, mais c'est aussi une démonstration de notre capacité économique, technologique, et qu'il faut relayer par des actions d'information auprès à la fois des décideurs locaux, mais aussi de nos compatriotes étrangers, d'autant plus que beaucoup de nos compatriotes étrangers sont des acteurs des vies économiques des pays où ils sont implantés. Alors, mon général, dernière question. Selon vous, quels devraient être les grands axes de cette stratégie? Vous avez dit la France est en quelque sorte une puissance messianique. Est-ce que vous pensez que justement parmi les grands axes, il faut notamment défendre les valeurs des démocraties libérales? Oui, et je crois que c'est d'autant plus urgent que l'environnement dans lequel on se situe remet en cause ces valeurs. Je prendrai l'exemple du discours que Vladimir Poutine a prononcé donc le 20 février devant la Douma, qui était un discours dont la première partie, en fait, était un rejet, voire une haine de l'Occident et de ce que l'Occident représente, avec une décadence où il traite en gros les Européens de pédophiles, d'homosexuels, enfin avec des termes d'une violence totalement intolérable. Bien au contraire, et je crois que nous avons à mettre en avant nos valeurs de tolérance, de liberté, de respect de la personne, respect des droits de l'homme, de la démocratie, mais cela avec fermeté, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus dire pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, nous devons réaffirmer ce qui nous unit, ce qui peut aussi causer des divergences dans nos systèmes démocratiques. Et pour cela, il faut être davantage actif, d'autant plus que, et on ne l'a pas encore évoqué, c'est que nous avons des nouveaux outils fabuleux qui permettent de multiplier la connaissance, je pense à Internet et aux réseaux sociaux, mais qui, à l'inverse, deviennent des outils qui peuvent se retourner contre nous par la manipulation, la désinformation, le mensonge. Et ce qui fait l'honneur de nos démocraties, et notamment dans la stratégie d'influence, c'est qu'il ne s'agit pas de manipuler l'information, mais de dire ce que nous faisons et dans quel but. Et c'est là où, effectivement, la dimension militaire est nécessaire et que nos forces armées ont une responsabilité dans ce champ-là. Question subsidiaire. Très concrètement, aujourd'hui, ce type d'opération, notamment quand on parle des réseaux sociaux, etc., qui est-ce qui pilote ça au sein des armées? Alors, en fait, c'est un pilotage qui se fait sous la direction de l'état-major des armées, parce qu'il faut que les actions soient coordonnées, qu'il y ait bien sûr ce dialogue permanent avec, on l'a évoqué il y a quelques instants, avec le ministère des Affaires étrangères. Mais regardez, par exemple, toutes les campagnes de désinformation en Afrique conduites avec plus ou moins l'appui de la Russie. Il faut dire ouvertement que la Russie, et donc l'État russe, il ne s'agit pas d'initiative individuelle, mène une campagne de désinformation contre la France avec la désinformation, la fabrication de mensonges, et que pour cela, eh bien, je dirais, entre guillemets, notre bonne foi habituelle ne suffit plus. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, souvenez-vous, au moment du retrait du Mali, où on a dévoilé des vidéos qui montraient en fait des mercenaires, vraisemblablement russes, en train d'enterrer des corps près d'un camp que la France avait restitué aux autorités maliennes, dans le but de dire, vous voyez, les Français ont laissé des charniers. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement être actif, remettre peut-être en cause certaines de nos pratiques, parce que ça veut dire diffuser de l'information ouverte ou déclassifier des informations pour dire attention, voilà ce qui se passe, parce qu'en face de nous, nous avons affaire à des États pour lesquels dire les valeurs de liberté ou de vérité n'existent pas. Et donc, si nous ne le faisons pas, eh bien, nous serons en quelque sorte battus
par d'autres qui, eux, n'ont aucun état d'âme à manipuler l'information. Bien, écoutez, merci beaucoup, mon général. Et je rappelle la revue de défense nationale, qui est une excellente revue. Vous pouvez la Merci trouver en encore. ligne. Et pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, vous trouverez d'excellents articles de fond sur toutes ces problématiques. Merci beaucoup.